Alors, bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Vraiment, je suis désolé pour le retard, c'est suite à un problème d'Internet. Alors, rapidement, on va commencer la correction de la première série d'exercices. Bien sûr, l'exercice 1, presque, c'est déjà fait. Donc, c'est déjà fait dans le cadre des applications, c'est presque les mêmes informations, c'est presque les mêmes données. Donc, c'est pour ces raisons, je vais rapidement passer à l'exercice normalement 2 et l'exercice 3. Donc, aujourd'hui, initialement, on va corriger l'exercice 2 et l'exercice 3, parce que je crois que c'est l'exercice 2 et l'exercice 3, c'est vraiment cet exercice qui nécessite un peu d'intelligence et qui nécessite un peu de réflexion pour distinguer entre les éléments d'actif et les éléments de passif. Bien sûr, je compte toujours sur votre présence. Alors, on commence bien sûr par un petit rappel général. Donc, la dernière fois, on a dit quoi? Que normalement, la logique comptable est conditionnée par l'égalité entre les emplois et les ressources. Et on a dit quoi également? On a dit que les emplois se composent des actifs. Et un actif, normalement, c'est les avoirs de l'entreprise, que possède l'entreprise. D'accord? Puis, également, les emplois se composent de charges. Et on a dit que les charges, c'est une sortie d'argent définitive. Ça veut dire est récupérable. L'entreprise ne peut pas récupérer l'argent normalement dépensé. Par contre, au niveau des actifs, c'est une sortie d'argent qui est provisoire. Donc, actif ou avoir, c'est une sortie d'argent, voilà, provisoire. Exemple d'un actif, les voitures, les bâtiments, par exemple, le mobilier de bureau, matériel informatique, etc. etc. Donc, puis, exemple des charges, des frais de téléphone, frais d'Internet, etc. Puis, on a mis l'accent sur la notion de ressources. Et les ressources, on distingue la même logique. On distingue un passif comme l'ensemble des dettes, ce que doit l'entreprise aux autres. Donc, un passif, c'est l'ensemble des dettes. Autrement dit, c'est l'argent des autres chez l'entreprise. Puis, les produits. Donc, les produits, tout simplement, c'est une entrée d'argent, bien sûr, définitive. C'est une entrée d'argent définitive. Donc, l'actif et passif sert à établir, bien sûr, ce qu'on appelle le bilan. Donc, le bilan se compose des actifs et passifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'actif a un caractère provisoire et le passif également a un caractère provisoire. Donc, on a deux caractères. On a le caractère provisoire de l'actif et le caractère provisoire de passif. Donc, automatiquement, lorsqu'on parle d'actif et passif, on parle de deux éléments provisoires. Donc, l'actif, c'est mon argent, d'accord? Le passif, c'est l'argent des autres. Puis, le CPC, le compte des produits et charges, se compose des charges, c'est-à-dire les sorties d'argent définitives, et les produits, les entrées d'argent définitives. Donc, normalement, ça, c'est ce qu'on a fait. Et vraiment, on a besoin de ce schéma global pour qu'on puisse répondre, bien sûr, à l'exercice 2, puis à l'exercice 3. Alors, rapidement, on démarre. Donc, vous notez la correction de l'exercice 2. La correction de l'exercice 2. On va corriger l'exercice 2. Alors, l'entreprise Savonmar, spécialisée dans la commercialisation des savons, vous présente les informations suivantes. Donc, l'activité de l'entreprise, c'est une activité commerciale. Donc, bien sûr, le travail à faire, on vous demande de distinguer entre actif et passif. On vous demande de distinguer entre l'argent de l'entreprise et l'argent des autres chez l'entreprise. Donc, l'actif, c'est mon argent. Le passif, c'est l'argent des autres. Alors, bien sûr, je vais essayer tout d'abord d'expliquer les informations mentionnées, puis on va déterminer est-ce qu'il s'agit d'un actif ou bien il s'agit d'un passif. Alors, je commence par la première information. 50% des actions Olémar. C'est quoi 50% des actions Olémar? Ça veut dire l'entreprise Savonmar a 50% des actions d'une autre entreprise. C'est l'exemple, si on cherche vraiment à donner un exemple réel,
C'est l'exemple de Orange et Minitel. Ça veut dire la société Orange, bien sûr, Orange France, a des actions plus une grande part, bien sûr qui dépasse les 50%, dans le capital de Minitel, X-Minitel. Actuellement, c'est Orange. Donc, automatiquement, ça, c'est un actif, mais c'est un actif financier. Donc, 50% en note en parallèle. Donc, 50% des actions Olimar, c'est un actif, volontaire en parallèle. Donc, 50% des actions Olimar, c'est un actif. Et généralement, toutes les actions sont considérées comme un actif financier. Toutes les actions sont considérées comme un actif financier. Et une action, normalement, ce sont des titres de propriété. Une action, ce sont des titres de propriété. Par exemple, si on cherche à devenir des actionnaires dans une entreprise quelconque, automatiquement, on va acheter ces actions. Par exemple, je compte devenir actionnaire de Maroc Télécom. Donc, automatiquement, je vais acheter les actions de Maroc Télécom. Et automatiquement, je vais devenir parmi les propriétaires de Maroc Télécom. Donc, toutes les actions sont considérées comme quoi? Sont considérées comme des actifs. Donc, vous avez 50% des actions Olimar, c'est un actif. Action de court terme. Action de court terme, c'est en moins d'années. Normalement, ce sont des actions acquises pour des raisons de spéculation. Ce sont des actions achetées pour les revendre. Donc, c'est ce qu'on appelle les actions de court terme. Actions de court terme, on va acheter un actif, mais pour le revendre. Donc, automatiquement, c'est un actif de court terme. Également, c'est un actif. Donc, je reprends. 50% des actions Olimar, automatiquement, c'est un actif. Action du court terme, c'est un actif. Les actions durables, ce sont des actions qui restent durablement dans l'entreprise. Également, c'est un actif. Ça veut dire des actions qui restent en plus d'un an. Donc, le terme durable en comptabilité, c'est pour dire tout simplement, c'est plus d'un an. Le terme durable en comptabilité, c'est pour dire plus d'un an. Le terme non durable au momentané, au court terme, c'est pour dire moins d'un an. On note bien, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on vous dit durable, c'est plus d'un an. Ça veut dire qu'on va utiliser un élément pour plus d'un an. Le terme non durable, ça veut dire c'est pour utiliser un élément en moins d'un an. Donc, c'est ça la différence entre plus d'un an et moins d'un an. Donc, 50% des actions Olimar, c'est un actif. D'accord? Action de court terme, c'est un actif. Action durable, c'est un actif. Maintenant, aménagement des locaux. Ça veut dire qu'on a fait vraiment des travaux d'aménagement. Et les travaux d'aménagement, c'est un actif pour l'entreprise également. Donc, aménagement des locaux, c'est un actif. L'immeuble, normalement, c'est l'immeuble de rangement, également, c'est un actif. Parce que normalement, c'est des éléments, normalement, acquis par l'entreprise, donc automatiquement, sont considérés comme des actifs. Donc, je reprends 50% des actions Olimar actifs, actions de court terme actifs, actions durables actifs, aménagement des locaux actifs, les meubles de rangement actifs, les armoires également, ce sont des actifs. Les armoires, normalement, font partie des mobiliers de bureau. On peut les considérer comme vraiment un mobilier de bureau. Donc, automatiquement, le mobilier de bureau, par définition, est considéré comme un actif. Salon d'accueil, c'est un actif. Les fauteuils en tissu, bien sûr, c'est un actif. Les fauteuils en cuir, également, c'est un actif. La bibliothèque en bois, également, sont considérés comme des éléments de mobilier de bureau. C'est un actif. La table de réunion, c'est un actif. Les tabourets, c'est un actif. Avance à l'associé CIF. Normalement, la dernière fois, on a distingué entre deux types d'avance. Est-ce que l'entreprise a reçu l'avance ou bien l'entreprise a versé l'avance? En cas de versement d'une avance, là, normalement, on parle d'un actif. En cas de réception d'une avance, là, on parle d'un passif. Donc, normalement, on distingue deux types d'avance, soit une avance versée, soit une avance reçue. Une avance versée, ça veut dire que c'est l'argent de l'entreprise chez les autres. Donc, parce qu'il s'agit de l'argent de l'entreprise chez les autres, donc automatiquement, c'est un actif. Donc, automatiquement, c'est un actif. Par contre, une avance reçue, donc c'est l'argent des autres chez l'entreprise. Et dans ce cas, automatiquement, c'est un passif. Donc, toujours au niveau des avances, vous devez vérifier est-ce que la société, bien sûr, a reçu les avances ou bien a versé les avances. En cas de réception des avances, automatiquement, c'est un passif.
En cas de versement des avances, automatiquement, c'est un actif. Alors, donc, avance à l'associé. La société a versé une avance à l'associé C. Donc, automatiquement, c'est un actif. Avance au commercial Ftouhi, également, la société a versé une avance à notre, bien sûr, commercial Ftouhi, automatiquement, c'est un actif. Avance au fournisseur Zitouni, donc avance au fournisseur Zitouni, automatiquement la même chose. On a 3 avances versées, donc les 3 avances qu'on a maintenant, pour l'instant, sont considérées comme des actifs. Donc avance à la société, actif, avance au commercial Ftouhi, actif, avance au fournisseur Zitouni, actif. Puis on passe à voir en coffre-fort, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser le terme caisse, on a utilisé le terme coffre-fort. Normalement, c'est le coffre-fort qu'on a généralement dans toutes les sociétés et dans toutes les entreprises. Donc, avoir en coffre-fort, c'est l'argent dans la caisse. Autrement, c'est l'argent de l'entreprise en caisse. Donc, l'argent de l'entreprise en caisse, donc c'est l'ensemble des avoirs de l'entreprise. Donc, automatiquement, c'est un actif. Puis, bâtiments de direction. Les bâtiments de direction, normalement, c'est les bâtiments où se trouve, bien sûr, la direction générale de la société. Donc, automatiquement, les bâtiments de direction sont considérés comme des actifs. Donc, les bâtiments de direction sont considérés comme des actifs. Puis, on a les bureaux. Les bureaux, également, sont considérés comme des actifs. Donc, les bureaux sont considérés comme des actifs. Puis, on a le camion de distribution. Le camion de distribution, également, est considéré comme des actifs. Puis, on a le canapé. Le canapé, également, c'est un actif. C'est la même logique. Cartons en stock, on a les cartons en stock, ça on les appelle généralement les emballages, donc comptablement parlant, le carton, voilà, donc ça ce qu'on appelle généralement les emballages, cartons, sachets, ça ce qu'on appelle des emballages. Donc les emballages sont en stock, bien sûr, tous les éléments stockés de A à Z sont considérés comme des actifs. Donc tous les éléments en stock sont considérés comme des actifs. D'accord, parce que c'est presque la même logique de l'argent de l'entreprise en stock. Par exemple, supposons qu'on a, par exemple, la société spécialisée dans la commercialisation des savons, on a par exemple un stock important de savons. Donc, automatiquement, ce stock important, c'est de l'argent. Donc, c'est l'ensemble des avoirs de l'entreprise. Donc, automatiquement, c'est un actif. Puis, on a les chaises. Les chaises, également, c'est un actif. Puis, on a les chèques à l'encaissement. Normalement, les chèques à l'encaissement, c'est les chèques dans l'entreprise déposés en banque. Les chèques à l'encaissement, c'est les chèques dans l'entreprise déposés en banque. Bien sûr, en attendant la réception de l'argent. En attendant la réception de l'argent de la part de notre banque. Donc, les chèques à l'encaissement, également, c'est un actif. Puis, les chèques en portefeuille. Les chèques en portefeuille, les chèques à l'encaissement, ce sont des chèques dans l'entreprise déposés en banque. Les chèques en portefeuille, ce sont des chèques dans l'entreprise, chez l'entreprise. Donc, normalement, soit dans le bureau de l'entreprise, soit dans le coffre-fort de l'entreprise. Ce ne sont pas des chèques normalement déposés en banque. Donc, le chèque, normalement, chez l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les chèques en portefeuille. Par exemple, suite à une vente, l'entreprise a reçu un chèque de la part de son client. Par exemple, Ali, et normalement ce chèque, il est maintenant chez le bureau de l'entreprise, ou bien en bureau dans l'entreprise, ou bien il est normalement dans le coffre-fort. Donc le chèque n'est pas déposé en banque. Donc c'est ce qu'on appelle le chèque en portefeuille. D'accord? Donc automatiquement on parle de chèque en portefeuille après la réception du chèque par l'entreprise. Avant bien sûr de déposer le chèque en banque. D'accord? Lorsque le chèque est déposé en banque, là on parle de ce qu'on appelle le chèque à l'encaissement. Chèque déposé en banque, ça c'est ce qu'on appelle le chèque à l'encaissement. Chèque normalement déposé toujours chez l'entreprise, ça c'est ce qu'on appelle un chèque en portefeuille. Donc chèque en portefeuille, automatiquement, c'est un actif. Carburant en stock. Les carburants, normalement, c'est le gasoil, donc c'est le diesel, etc., comme vous voulez. Donc le carburant en stock, normalement, c'est un actif. Et on a dit quoi? Tous les éléments stockés sont considérés comme des actifs. Puis, on a le comptoir de la secrétaire. Le comptoir de la secrétaire, automatiquement, c'est un actif. Comptoir de la secrétaire, voilà, exactement, fait partie du mobilier de bureau en général. Donc, également, c'est un actif. Puis, normalement, on a les effets en portefeuille. L'effet, c'est presque la même logique que le chèque. Généralement, on distingue deux types de moyens de paiement. On distingue le chèque, c'est un moyen de paiement immédiat. Le chèque,
c'est un moyen de paiement immédiat. Par contre, les effets, ce qu'on appelle généralement les effets de commerce, un effet de commerce, c'est un moyen de paiement à terme. Donc, au niveau du chèque, donc normalement, on n'est pas obligé de respecter la date. Par contre, au niveau de l'effet, on est obligé de respecter la date. Donc, les chèques et les effets sont considérés comme des éléments vraiment des éléments importants d'actifs. Donc, effets en portefeuille également, c'est des éléments d'actifs. Puis, on a les frais d'augmentation de capital. Les frais d'augmentation de capital, ça, on les appelle généralement actifs, mais ce sont des immobilisations en non-valeur. Ce sont des immobilisations en non-valeur. C'est un actif qui n'a normalement aucune valeur. Mais pour des raisons fiscales, normalement, pour les amortir, pour faire ce qu'on appelle l'amortissement, donc on va revenir à ça normalement en S2, d'accord? Normalement, pour des raisons fiscales, l'entreprise ou bien l'État a donné le droit aux entreprises d'immobiliser, ça veut dire d'utiliser les frais comme des actifs. Mais réellement, ce ne sont pas des actifs, mais sont considérés comme des actifs fictifs. Donc, généralement, les frais d'augmentation de capital, c'est un actif, mais c'est un actif fictif parce que c'est un actif qui n'a aucune valeur. C'est un actif qui n'a aucune valeur, mais pour des raisons fiscales, pour des raisons, voilà, d'économie, en fait, d'économie d'impôt, pour économiser un peu d'impôt parce que les entreprises, en fait, cherchent à minimiser l'impôt versé à l'État, donc automatiquement sont classés parmi les éléments d'actifs. C'est la même logique pour les frais de notaire et d'enregistrement des terrains. Donc, les frais d'augmentation de capital et les frais de notaire d'enregistrement des terrains sont considérés comme des éléments d'actifs. C'est bon? Puis, on a la garantie versée à REDAL. Donc, la garantie versée à REDAL, ça veut dire en cas de versement d'une garantie. Donc, automatiquement, c'est une somme d'argent versée sous forme d'une garantie, bien sûr, qu'on va récupérer à la fin du contrat. Donc, c'est l'argent de l'entreprise chez les autres. C'est l'argent de l'entreprise chez les autres à récupérer, bien sûr, après. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle généralement un actif également. Donc, généralement, au niveau des garanties, on a dit que c'est presque la même logique que les avances. En cas de garantie versée, c'est un actif. En cas de garantie reçue, c'est un passif. Vous notez la même chose pour les garanties et les avances, c'est la même logique que. Donc, la garantie versée, c'est un actif. La garantie reçue, c'est, bien sûr, c'est un passif. Une avance versée, c'est un actif. Une avance reçue, c'est un passif. Puis, on a le bâtiment de stockage, c'est un lieu de stockage, généralement, c'est ce qu'on appelle un hangar de stockage. Donc, automatiquement, c'est un actif. Puis, on a les imprimantes. Les imprimantes, également, sont considérées comme des actifs. Puis, on a les voitures. Donc, le matériel de transport, en général, est considéré comme des actifs. Puis, vous avez les voitures. Les voitures, également, sont considérées comme des actifs. Le loyer versé de garantie. Donc, maintenant, on a versé un loyer. C'est seulement on a versé le loyer comme ça. Donc, sans mentionner le terme garantie, automatiquement, c'est une charge. En cas de versement d'un loyer, donc sans mentionner le terme garantie, automatiquement, c'est une charge. Mais lorsque normalement un loyer est versé sous forme voilà, de garantie ou sous forme d'une garantie, donc automatiquement, dans ce cas, c'est un actif. Donc, normalement, c'est une sortie d'argent qu'on va récupérer à la fin du contrat de loyer. Puis, on passe les obligations durables. Obligations, c'est presque normalement, ce sont des créances. C'est une obligation, c'est un titre de créance. Contrairement aux actions. Donc, les actions, on a les actions et les obligations. Action, c'est un actif financier. Par contre, une obligation, c'est une créance. C'est une créance financière. Par exemple, lorsque l'État a besoin d'argent, lorsque l'État marocain a besoin d'argent, la banque centrale ou bien Banque Maghreb a le droit de faire ce qu'on appelle l'émission des obligations et l'émission des bons de trésor. Et l'émission de bons de trésor sont considérées comme des obligations. Par exemple, l'entreprise, quand par exemple faire un investissement, elle peut acheter, elle peut acquérir les obligations de l'État, les bons de trésor de l'État, bien sûr. On peut acheter par exemple les bons de trésor de l'État à 100 dirhams, par exemple, en janvier, par exemple, 2021. Puis, en juin 2021, on va normalement recevoir, au lieu de 100, on va recevoir 105. Donc, si tu, normalement, sorti d'argent à récupérer. Donc, les 100, normalement, c'est l'actif, et 5, c'est l'intérêt. Les 5, c'est l'intérêt. C'est une majoration du capital, c'est ce qu'on appelle la rémunération des
obligations. Donc, les actions et les obligations de A à Z, les actions et les obligations sont considérées comme des actifs. Donc, actions et obligations sont considérées comme des actifs. Et c'est la même logique. Obligations durables, ce sont des obligations qui restent en plus d'un an dans l'entreprise. Le terme durable en comptable, c'est plus d'un an voilà, d'utilisation. Et le terme momentané, c'est moins d'un an. Donc, vous avez les obligations durables et les obligations momentanées. Obligation durable, c'est plus d'un an. Obligation momentanée ou bien obligation non durable, c'est moins d'un an. Donc, puis, vous avez les ordinateurs fixes. Ordinateurs fixes, bien sûr, c'est presque la même logique que les ordinateurs portables. Donc, c'est un actif, donc ce que possède l'entreprise. Donc, automatiquement, les ordinateurs sont considérés comme des actifs. On passe. Puis, vous avez les ordinateurs portables également. Les ordinateurs portables sont considérés comme des actifs. Puis, vous avez le photocopieur. Automatiquement, c'est un actif. Puis, vous avez prêt accordé au personnel. Alors, vous avez deux termes. Vous avez prêt aux créances. Égal, prêt, c'est le contraire de l'emprunt. Et créance, c'est le contraire de la dette. Prêt et créances sont considérés comme des actifs. Emprunt et dette sont considérés comme des passifs. Donc, prêter, par exemple, un salarié a besoin d'argent. Donc, un salarié de l'entreprise, par exemple, le Maroc Télécom, cherche à acheter, par exemple, ou bien à acquérir une maison. Il a le droit de demander le financement de la part de Maroc Télécom. Donc, Maroc Télécom va accorder un prêt. Prêter. Prêter, ça veut dire donner de l'argent. Donc, Maroc Télécom va accorder un prêt à son salarié. Et ce prêt, normalement, est considéré comme quoi? L'argent de Maroc Télécom chez le salarié, parce qu'il s'agit de l'argent de Maroc Télécom chez le salarié. Donc, automatiquement, c'est un actif. Donc, lorsqu'on parle de prêt, c'est dans plus d'un an. Prêter en plus d'un an. Créance, c'est en moins d'un an. Donc, prêter, c'est en plus d'un an. Et créance, c'est en moins d'un an. Puis, emprunt, c'est en plus d'un an. Et dette, c'est en moins d'un an. Donc, bien sûr, vous êtes maintenant capable de distinguer entre les deux. Donc, prêt et créance, ça, sont considérés comme des actifs. Et passifs et voilà, emprunt et dette sont considérés comme de passifs. Lorsqu'on vous dit le terme emprunt, c'est l'argent de la banque, par exemple, chez l'entreprise. Dette, c'est l'argent de personnel, de fournisseurs, des associés, si vous voulez, chez l'entreprise. Donc, les dettes, c'est l'argent des autres chez l'entreprise. Emprunt, c'est l'argent des autres chez l'entreprise. Donc, ils sont considérés comme de passifs. Par contre, prêt et créance, c'est l'argent de l'entreprise chez les autres. Donc, automatiquement, sont considérés comme quoi? Sont considérés comme des actifs. Puis, Smart TV, les Smart TV, normalement, sont considérés également comme des actifs. Ce sont des moyens de mobilier de bureau. Puis, l'essence des logiciels de bureautique, l'entreprise a une licence de logiciel à utiliser pour 5 ans, bien pour 4 ans. Donc, automatiquement, c'est un actif. L'essence des logiciels de gestion, c'est un actif. Donc, toutes les licences utilisées par l'entreprise sont considérées comme des actifs. Toutes les licences, normalement, chez l'entreprise, sont considérées comme des actifs. Puis, logiciel de sécurité informatique, un logiciel, normalement, est considéré comme un actif. Solde débiteur de la banque. Le solde débiteur de la banque, c'est tout simplement l'entreprise a de l'argent en banque. Donc, vous devez normalement distinguer entre les deux. Banque, solde débiteur, l'entreprise a de l'argent en banque. Banque, solde créditeur, c'est l'argent de la banque chez l'entreprise. Donc, banque, solde débiteur, c'est un actif. Banque, solde créditeur, c'est un passif. Je reprends, s'il vous plaît. Donc, bon. Alors, au niveau de la banque, normalement, banque, lorsqu'on vous dit aujourd'hui, par exemple, sans mentionner solde débiteur au créditeur, banque, c'est un actif. Banque, c'est un actif. Sinon, on peut dire banque, solde débiteur, ça veut dire qu'on a de l'argent en banque. Là, voilà, banque, solde débiteur, on a de l'argent en banque. Ça, c'est un actif. Banque sans rien mentionner, c'est un actif. C'est-à-dire, c'est avoir en banque. Mais si par exemple, on a banque, solde créditeur. Solde créditeur, ce n'est pas de l'argent normalement de l'entreprise. Donc, c'est l'argent de la banque chez l'entreprise. C'est-à-dire, la banque, normalement, l'entreprise a une dette vis-à-vis de sa banque. Donc, automatiquement, ça, c'est de passif. Donc, solde débiteur, c'est pour dire actif, et solde créditeur, c'est pour dire passif.
Donc, banque, solde débiteur actif, banque, solde créditeur passif. Client, par exemple, solde débiteur actif, client avec un solde créditeur, mais bien sûr, client créditeur avancé à compte. Par exemple, si vous avez dans les informations client créditeur avancé à compte, ça, normalement, c'est deux passifs. Puis on passe, créance de l'État. Le terme créance, normalement, c'est pour dire mon argent chez les autres. Donc, créance de l'État, c'est l'argent de l'entreprise chez l'État. Donc, automatiquement, c'est un actif. Puis, vous avez les terrains. Les terrains également sont considérés comme des actifs, terrains, etc. On a bien sûr les terrains bâtis, les terrains voilà, de gisement, etc. Donc, oui, vous avez savon à base d'algues. Normalement, la société est spécialisée dans la commercialisation de savon. Et lorsque vous dites normalement savon à base d'algues, savon, ça veut dire que c'est un savon en stock. Et on a dit que, normalement, tous les éléments stockés sont considérés comme un actif. Donc, savon à base des huiles d'olive, également, c'est un actif. Savon à base des huiles, voilà, également. Donc, tous les savons, normalement, sont considérés comme des actifs. Puis, on passe. Avance du client restant. Avance du client restant. Maintenant, l'entreprise a fait quoi? Elle a reçu une avance de la part de son client. La société a reçu une avance de la part de son client. Donc, automatiquement, c'est un passif. Donc, avance du client, c'est un passif. C'est en général. Avance du client, c'est un passif. Avance au fournisseur, c'est un actif. Donc, avance voilà, du client, c'est l'argent du client chez l'entreprise. Donc, automatiquement, c'est l'argent des autres chez l'entreprise. Donc, automatiquement, il est considéré comme un passif. Par contre, avance au fournisseur, c'est l'argent de l'entreprise chez le fournisseur. Donc, automatiquement, il est considéré comme un actif. Donc, avance du client, resto, c'est un passif. CNSS API. Donc, c'est normalement, les dettes, c'est des montants API. Une dette, c'est l'argent des autres chez l'entreprise. Donc, c'est les montants API, non payés. Ça veut dire, on doit normalement, c'est l'argent que doit l'entreprise aux autres. L'argent que doit l'entreprise aux autres, c'est ce qu'on appelle normalement les dettes. Et CNSS API, ça veut dire l'entreprise doit une somme d'argent à la CNSS. Donc, automatiquement, c'est un passif. Puis, vous avez le crédit d'escompte. Le terme crédit, normalement, c'est pour dire presque la même logique que les dettes. Le terme crédit est utilisé comme dette. C'est presque la même chose, dette d'escompte. Donc, automatiquement, c'est un passif. Le terme crédit, lorsque vous dites, généralement, vous avez crédit d'escompte et crédit de trésorerie. Les crédits d'escompte et les crédits de trésorerie sont considérés comme des passifs. Puis, vous avez dette fournisseur d'immobilisation. Également, c'est un passif. Puis, vous avez dette des associés, c'est un passif. Puis, vous avez des dettes fournisseurs, c'est un passif. Puis, vous avez emprunt bancaire, c'est un passif. Puis, vous avez emprunt obligataire. Le terme emprunt, c'est pour dire passif. Et vous avez finalement le capital social. Et là, normalement, au niveau du capital social, il est considéré comme de passif. Et là, je vais essayer de répondre à une question normalement posée par, je crois, une étudiante via Classroom. Monsieur, pourquoi le capital social est considéré comme un passif? Tout simplement, le capital social, c'est quoi? C'est l'argent des associés, c'est l'argent des fondateurs, c'est l'argent des propriétaires, c'est l'argent des actionnaires de l'entreprise chez l'entreprise. Par exemple, Amin et Ali comptent, par exemple, faire leur propre entreprise et chacun, par exemple, a des apports. Ça veut dire Ali a ramené, par exemple, 100 000 dirhams et, par exemple, Ahmed a ramené 100 000 dirhams. Donc, on a un capital de 100 000 dirhams. Ce capital, normalement, est versé à l'entreprise. Donc, normalement, l'entreprise a sa propre personnalité. Donc, c'est l'argent des actionnaires chez l'entreprise. L'argent des actionnaires chez l'entreprise. C'est pour ces raisons, le capital est considéré comme tout simplement un passif. Donc, le capital, ce n'est pas un actif. Le capital, c'est un passif. Pourquoi c'est un passif? Parce que tout simplement, le capital est considéré comme l'ensemble des apports des associés, des actionnaires et des fondateurs. Donc, automatiquement, c'est l'argent des associés, c'est l'argent des fondateurs de la société chez l'entreprise. Donc, automatiquement, le capital social est considéré comme un passif. Donc, toujours le capital est considéré comme un passif. On ne peut pas considérer le capital jamais voilà comme un actif. Parce que le capital, c'est une dette, mais c'est une dette vis-à-vis des fondateurs, vis-à-vis des actionnaires de l'entreprise.
Donc, voilà, c'est ce qu'on a normalement au niveau des informations, au niveau de l'exercice 2. Donc, je vais essayer de reprendre brièvement les réponses, voilà, comme ça pour faciliter aux autres étudiants de noter rapidement actif-passif. Et pour faciliter la tâche, vous mentionnez seulement A, O, P. Donc, pas la peine de mentionner actif, donc vous mentionnez A tout court ou P tout court. Alors, on va commencer par 50% des actions polymar, c'est un actif. Action de court terme également, c'est un actif. Action durable, actif. Aménagement des locaux, actif. Meubles de rangement, actif. Armoire également, c'est un actif. Salon, actif. Les fauteuils, les deux en cuir et en tissu normalement sont considérés comme des actifs. Bibliothèque, actif. Les tables, actifs. Les tabourets sont considérés comme des actifs. Les avances, actifs. Avances au commercial, parce que ce sont des avances versées. Donc, les avances versées sont considérées normalement comme des actifs. Avances versées à l'associé, actifs. Avance au commercial Fitouhi, actif. Avance au fournisseur Zitouni, c'est actif. Les avoirs en coffre-fort, déjà vous avez le terme avoir, et par définition, on a défini l'actif comme l'ensemble des avoirs, donc automatiquement sont considérés comme des actifs. Bâtiments de direction, automatiquement, c'est un actif. Les bureaux sont considérés comme des actifs. Camions de distribution, actifs. Les canapés, normalement, c'est presque la même logique que du fauteuil, donc c'est un actif. Carton en stock, on a dit que tous les éléments stockés de A à Z sont considérés comme des actifs. Puis vous avez les chaises, les mobiliers de bureau sont considérés comme des actifs. Chèque à remplissement également, c'est un actif. Chèque en portefeuille, c'est un actif. Carburant en stock, actif. Comptoir de la secrétaire, je ne sais pas pourquoi normalement il y a une étudiante qui a considéré le comptoir de la secrétaire comme un passif. Le comptoir, normalement, c'est presque la même logique d'un bureau, c'est normalement un mobilier, d'accord? Donc, normalement, c'est ce qu'on appelle également, c'est un actif, ce que possède l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, vous devez comprendre tout d'abord le sens, puis vous devez normalement les classer. Est-ce que c'est un actif ou passif? Donc, ce n'est pas bien vraiment de les classer par hasard, actif ou passif, comme ça, mais tout d'abord, on doit comprendre. Puis, après la compréhension, on doit analyser, puis on doit vraiment les classer soit actifs, soit passifs. Donc, en comptabilité, normalement, ce qui est difficile, c'est la compréhension, puis l'analyse. On doit comprendre tout d'abord, puis on doit analyser, puis on doit classer. Donc, et généralement, la tâche la plus difficile en compta, c'est de dire ça, c'est actif, et de dire ça, c'est passif, et de dire ça, c'est charge, et de dire ça, c'est normalement produit. Ça nécessite une logique. Et vous devez normalement comprendre la logique de l'actif, la logique de passif, la logique de produit, la logique de charge, avant de commencer à classer. Donc, vous n'avez pas le droit de classer au hasard, donc actif, passif, comme ça, etc. Donc, sans avoir bien sûr, avoir bien analysé l'information et bien analysé la situation même de l'entreprise. Comptoir de la secrétaire, je reprends, c'est un actif. Les frais d'augmentation de capital, frais de notaire, ça normalement, ce sont des actifs qui n'ont aucune valeur. Ça, on les appelle généralement les immobilisations en non-valeur, sont considérés comme des actifs pour des raisons fiscales. Sont considérés comme des actifs pour des raisons fiscales. C'est pour minimiser l'impôt inversé à l'État. C'est pour minimiser l'impôt inversé à l'État. Donc, l'État a donné le droit aux entreprises de considérer les frais comme des actifs, mais c'est pour des raisons fiscales. Voilà. Donc, puis, les garanties versées, normalement, une garantie versée, c'est un actif, une garantie reçue, c'est un passif. Donc, là, normalement, on a une garantie versée à l'EDA. l'EDA, normalement, c'est une société de distribution d'eau et d'électricité à Rabat, mais vous, ici à Casa, vous avez, je crois, l'IDEC. Donc, la garantie versée à l'EDA, c'est un actif. Bâtiment de stockage, également, c'est un actif, donc ce que possède l'entreprise. Les voitures, c'est des actifs. Loyer versé, bien sûr, comme garantie, c'est un actif. Obligation durable, c'est un actif. Obligation momentanée, au lieu de dire momentanée, on peut dire de court terme, on peut dire de moins d'un an, on peut dire de non durable, comme vous voulez. L'essentiel, le terme momentané, c'est pour dire moins d'un an en comptabilité. Momentané, ça veut dire pour un moment, ça veut dire qu'il est de court terme. Puis vous avez l'ordinateur fixe. Les ordinateurs fixes ou portables sont considérés comme des actifs. Puis vous avez les ordinateurs portables qui sont considérés exactement comme des actifs. Puis photocopieurs
c'est également considéré comme un actif. Et finalement, prêts accordés au personnel, les prêts sont considérés comme des actifs. Smart TV également sont considérés comme des actifs. Toutes les licences normalement acquises par l'entreprise sont considérées comme des actifs. L'essence des logiciels de bureautique, c'est un actif. L'essence de logiciels de gestion, c'est un actif. Le logiciel de sécurité informatique, c'est un actif. Banque solde débiteur de la banque, c'est pour dire actif. Mais par contre, si on a le banque solde créditeur, ça, c'est un passif. D'accord? Donc, s'il vous plaît, notez ça. Donc, créance de l'État, c'est un actif. Les terrains actifs. Savon à base Bergen, automatiquement, la société est spécialisée dans la commercialisation des savons. Donc, automatiquement, le savon, il est en stock, il est stocké. Donc, automatiquement, c'est un actif. Donc, les savons à base Bergen, etc. Donc, normalement, les savons sont considérés comme des actifs. Puis, avance du client resto. Donc, on a reçu une avance de la part de notre client. Donc, c'est un actif. CNSS à payer, c'est un actif. Crédit discount, c'est un passif, normalement. Dette fournisseur, également, c'est un passif. Dette des associés, c'est un passif. Dette de fournisseur, c'est un passif. Emprunt, les emprunts sont considérés comme des passifs. Et finalement, le capital social est considéré comme un passif. Donc, voilà, donc ça, c'est la correction de l'exercice 2. Puis, on passe à l'exercice normalement 3. Et la tâche au niveau de l'exercice 3 est un petit peu délicate parce que vous devez normalement distinguer entre actifs, charges, passifs et produits. Et vous devez distinguer normalement entre les quatre. Donc, vous devez vraiment lire les informations avant de, bien sûr, de dire ça c'est un actif, ça c'est une charge, ça c'est un passif, ça c'est normalement c'est un produit. Alors, c'est trop simple. La logique est la suivante d'abord. On doit distinguer entre emploi ou bien ressources. On a dit que l'emploi par définition, on a dit quoi? Emploi. Donc ça, c'est la logique de l'exercice 3. Alors, au niveau de l'exercice 3, tout d'abord, avant de dire que normalement actif ou charge ou produit, vous devez distinguer est-ce que c'est un emploi ou bien c'est une ressource. Après avoir déterminé l'emploi, vous devez déterminer sa nature. Est-ce que c'est un emploi provisoire ou bien c'est un emploi définitif? D'accord? Provisoire, actif, définitif, charge. La même logique, ressources, provisoire, passif, définitif, bien définitif parce qu'il y a une ressource, donc c'est produit. Alors, je commence par la première information, achat de marchandises. Achat de marchandises, par définition, c'est une charge. Achat de marchandises, par définition, c'est une charge. Mais il y a des étudiants, normalement, qui vont poser cette question. Monsieur, pourquoi l'achat de marchandises, c'est une charge? Sachant que, normalement, l'entreprise va vendre la marchandise achetée et automatiquement, elle va récupérer de l'argent. Effectivement, vous avez raison dans ce sens. Mais pourquoi l'achat de marchandises est une charge? Parce qu'il a un caractère répétitif. Généralement, tous les achats qui ont un caractère répétitif sont considérés comme des charges. Je m'explique. Je vais prendre deux entreprises. Je vais prendre l'entreprise Maroc Télécom et je vais prendre une entreprise spécialisée dans la commercialisation des voitures. Deux entreprises, s'il vous plaît, votre attention, pour bien comprendre la logique comptable. Je vais prendre deux entreprises. Maroc Télécom, bien sûr spécialisée dans les services de télécommunication, et je vais prendre une société spécialisée dans la commercialisation des voitures. N'importe quelle société. L'acquisition d'une voiture par Maroc Télécom est considérée comme un actif. Par exemple, Maroc Télécom vient par exemple d'acheter ou bien vient d'acquérir une voiture, par exemple BMW. Alors, la voiture BMW pour Maroc Télécom est considérée comme un actif parce que l'utilisation sera normalement pour une longue durée. Donc, ça va l'utiliser pour une longue durée. Par contre, pour la société spécialisée dans la commercialisation des voitures, ça veut dire la voiture achetée, la deuxième société, la société spécialisée dans la commercialisation des voitures, elle a acheté la même voiture
Bien sûr, la même voiture achetée par Bouygues Télécom. Mais pour la deuxième société, c'est pour la revendre. Dans ce cas, la voiture est considérée comme une charge. Donc, vous devez distinguer entre les deux. Lorsque l'achat est répétitif, ça veut dire on fait l'opération chaque jour, chaque mois, etc., elle est considérée comme une charge. Lorsque l'achat, normalement, a un caractère exceptionnel, normalement, là, il est considéré comme un actif. Donc, s'il vous plaît, vous devez vraiment maîtriser la notion des termes comptables. La différence entre un actif et une charge est la suivante. Un actif, normalement, il est provisoire, mais généralement a un caractère presque, soi-disant, de temps en temps, un caractère vraiment, n'est pas répétitif, surtout au niveau des achats, des immobilisations, au niveau des achats des actifs. Par exemple, achat du bureau, c'est un actif. Par contre, achat des stylos, c'est une charge. D'accord? La même logique pour les deux entreprises. Pour Bouygues Télécom, l'achat d'une voiture pour l'utiliser pour une longue durée, c'est un actif. Par contre, pour une société de transport, l'achat de la voiture pour la revendre, automatiquement, c'est une charge. Lorsque l'achat a un caractère répétitif et sa destination, c'est pour les revendre, automatiquement, c'est une charge. Donc, achat de marchandises, c'est une charge. Ce n'est pas un actif. L'achat de marchandises, c'est un emploi, mais normalement, c'est une charge. Donc, l'achat de marchandises, c'est une charge. Puis, abonnement à des revues spécialisées. Abonnement à des revues spécialisées. C'est quoi l'abonnement à des revues spécialisées? Normalement, c'est presque, par exemple, une entreprise de fabrication, par exemple, des pantalons, elle a besoin d'acheter, par exemple, des revues de stylisme, de modélisme, etc. Donc, normalement, elle peut faire des abonnements. Alors, ce genre d'abonnement est considéré comme une charge. Donc, achat de marchandises, charge. Abonnement à des revues spécialisées, c'est une charge également. Puis, achat d'emballage perdu, achat des sachets, achat des cartons, achat des sachets en plastique, etc. D'accord? Ça, normalement, ça, ce qu'on appelle également, c'est une charge. C'est une charge parce que généralement, les charges ont une faible valeur. Les charges ont une faible valeur. Puis, achat de combustible. Au lieu de dire combustible, on peut utiliser le terme carburant. Le combustible, normalement, c'est le carburant, c'est le gasoil, etc. C'est les huiles pour les voitures, etc. Donc, achat de carburant également, c'est une charge. Donc, achat de marchandises, charge, on note. Abonnement à des revues spécialisées, charge. Achat d'emballage perdu, achat de carton, plastique, etc. C'est une charge également. D'accord? Ça, c'est normalement ça est considéré comme un emballage perdu. D'accord? Donc, c'est l'emballage perdu, normalement. C'est la couverture, par exemple, des biscuits. Si on prend l'exemple des biscuits, automatiquement, c'est une charge. Puis, achat de fournitures de bureau, les fournitures de bureau, les marqueurs, les stylos, etc. Automatiquement, c'est charge. Achat de matières premières, il faut distinguer entre achat de matières premières et achat de marchandises. Achat de marchandises pour les entreprises commerciales. Achat de marchandises pour les entreprises commerciales. Par exemple, Marjan, je vais prendre un autre exemple autre que bien sûr Marjan, une entreprise spécialisée dans la commercialisation des bureaux. Une entreprise spécialisée dans la commercialisation des bureaux. Et on vous dit au niveau des informations, achat du bureau. Donc, achat du bureau, c'est achat de marchandises. Achat du bureau est considéré comme achat de marchandises. Donc, vous avez compris. Par contre, si la société est spécialisée dans la fabrication du bureau, pour fabriquer les bureaux, et normalement, on a dans les informations achat de matières premières. Achat par exemple du bois, achat du bois ou bien achat de fer par exemple. Achat du bois est considéré comme les matières premières parce qu'on va normalement utiliser le bois pour fabriquer les bureaux. Les bureaux sont considérés comme des produits finis et le bois est considéré comme matière première. Donc s'il vous plaît, vous devez tout d'abord distinguer entre l'activité de l'entreprise. Est-ce que l'activité de l'entreprise est commerciale ou bien l'activité de l'entreprise est industrielle? Si l'activité de l'entreprise est commerciale, donc automatiquement c'est achat de marchandises, vente de marchandises, quel que soit l'objet commercialisé, même les voitures sont considérées comme de marchandises. Une entreprise spécialisée dans la commercialisation des voitures, automatiquement, et on vous dit au niveau des informations, achat des voitures, c'est achat de marchandises. Mais pour une entreprise spécialisée, par exemple, dans la commercialisation, dans la fabrication des ordinateurs, et au niveau des informations, on vous dit par exemple achat de plastique.
Le plastique, c'est pour fabriquer l'ordinateur. Donc, c'est fait partie des matières, des composantes principales de l'ordinateur. Donc, automatiquement, achat de plastique est considéré comme quoi? Comme achat de matière première. Et l'ordinateur est considéré comme de produits finis. Donc, c'est la notion de input et output. Le input, c'est des matières premières. Le output, c'est des produits finis. Donc, achat de produits d'entretien. Les produits d'entretien, c'est l'exemple de Javel, des produits de détergent en général. Normalement, c'est ce qu'on appelle des produits d'entretien. Et un produit d'entretien, effectivement, est considéré comme une charge. Donc, toutes les informations présentées initialement sont considérées comme des charges. Agencement et aménagement des terrains. Agencement et aménagement des terrains est considéré comme un actif. Agencement et aménagement des terrains est considéré comme un actif. Ce n'est pas une charge. Agencement et aménagement des terrains est considéré comme un actif. C'est quoi agencement et aménagement des terrains? Par exemple, on a un terrain, par exemple, ici à l'ULFA, un terrain nul. Donc, un terrain, par exemple, agricole. Je dis n'importe quoi. Et l'entreprise, elle a fait l'aménagement. Ça veut dire, elle a fait ce qu'on appelle la viabilisation des terrains. Elle a aménagé. Automatiquement, l'aménagement va augmenter la valeur de terrain. Et parce que l'aménagement va augmenter la valeur des terrains, automatiquement, cet aménagement est considéré comme un actif. Donc, agencement et aménagement des terrains est considéré comme un actif. L'agencement et l'aménagement des terrains est considéré comme un actif. Puis, on passe à amende fiscale. Amende fiscale, c'est déjà expliqué initialement, c'est une charge. L'amende fiscale, c'est une charge. Ça veut dire, c'est une amende versée suite à une infraction, ou bien, par exemple, suite à une violation de la loi. Dans ce cas, automatiquement, il y aura une amende fiscale à verser à l'État. Donc, cette amende est considérée comme quoi? Comme une charge. Donc, mais avance et acompte au personnel. Avance et acompte au personnel. Maintenant, on a versé une avance, et bien sûr, il y a un acompte au personnel. Automatiquement, c'est un actif. Donc, toutes les informations présentées sont considérées comme des charges, sauf agencement et aménagement des terrains, actif. Avance et acompte au personnel, actif. Puis, banque. Bon, on n'a rien mentionné. Les soldes débiteurs, les soldes créditeurs. Donc, c'est l'argent en banque. Automatiquement, c'est un actif. Cadeaux à la clientèle. Les cadeaux à la clientèle, c'est les cadeaux normalement accordés par l'entreprise, bien sûr, à ses clients. Donc, automatiquement, si tu n'en sortais d'argent, automatiquement, c'est une charge. Effectivement, c'est une charge. Puis, bâtiment, voilà, c'est un actif. Banque, bâtiments sont considérés comme des actifs. La caisse, c'est avoir une caisse. Donc, c'est un actif. Chèques postaux. Les chèques postaux, ça veut dire qu'on a de l'argent à la poste. On a de l'argent à la poste. On a de l'argent à la poste, automatiquement, c'est de l'actif. D'accord? Commission bancaire. Les commissions bancaires, c'est les frais, normalement, de la banque. C'est le service de la banque. Et normalement, en économie, rien n'est gratuit. En économie, rien n'est gratuit. Ça veut dire que toutes les transactions bancaires, normalement, vont générer pour l'entreprise une commission ou bien des frais à verser. Et automatiquement, la commission bancaire est considérée comme une charge. Cotisation CMR. C'est quoi CMR? C'est la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Donc, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, l'entreprise verse de l'argent à la CMR. Donc, bien sûr, c'est pour son personnel, pour bien garantir, bien sûr, une retraite importante. Donc, toutes les cotisations de A à Z sont considérées comme des charges. Donc, les cotisations sont considérées comme des charges. Donc, cotisation de CMR est considérée comme une charge. Cotisation de CNSS est considérée comme une charge. Puis, crédit de trésorerie. Lorsque la banque a besoin d'argent, elle peut demander de la liquidité, elle peut demander de l'argent à la banque. Elle peut, bien sûr, bénéficier d'une somme d'argent pour 7 jours, pour 2 jours, pour 3 jours, pour un mois même. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les crédits de trésorerie. Ce sont des crédits de très court terme accordés par la banque à l'entreprise. Donc, ça, ce qu'on appelle également, c'est un pas passif. Donc, cotisation CMR, charge, cotisation CNSS, charge, crédit de trésorerie, bien sûr, c'est un actif. Crédit de trésorerie, pardon,
c'est un passif. Donc les crédits de trésorerie sont considérés comme de passifs. Puis vous avez le terme dégrèvement d'impôt. C'est vrai que le terme dégrèvement d'impôt, pour les étudiants de première année, ça sera un petit peu, donc ça dépasse un petit peu le niveau des étudiants de première année, dégrèvement d'impôt, lorsque l'entreprise a bénéficié d'une diminution d'impôt. L'État a baissé ou bien a diminué l'impôt à verser. Je m'explique. Par exemple, supposons que l'entreprise doit verser à l'État un impôt va verser, c'est-à-dire dans le futur, va verser à l'État un impôt de 5 000. Et au lieu de verser 5 000, l'entreprise va seulement verser 3 000. Donc normalement, l'entreprise va bénéficier d'un moins d'impôt de 2 000. Donc ce 2 000, ça c'est ce qu'on appelle le dégrèvement d'impôt. Le dégrèvement d'impôt, c'est le fait de baisser l'impôt à verser à l'État. C'est ce qu'on appelle le dégrèvement d'impôt. Et le dégrèvement d'impôt, c'est une entrée d'argent définitive pour l'entreprise, donc automatiquement c'est un produit. C'est un produit. Donc dégrèvement d'impôt, c'est un produit. Puis les déplacements de personnel. Donc lorsque l'entreprise, le personnel dans l'entreprise se déplace, automatiquement, donc c'est de l'argent à dépenser. Et automatiquement, c'est quoi? C'est une charge. Donc, le déplacement, c'est une charge. Puis, dépôt et cautionnement reçu. Dépôt et cautionnement, c'est des garanties reçues. Au lieu de dire garantie, on peut utiliser le terme dépôt et cautionnement. Au lieu de dire garantie, on peut utiliser le terme dépôt et cautionnement. Donc, vous pouvez remplacer le terme dépôt et cautionnement par le terme garantie. Et c'est déjà expliqué. Des garanties reçues, passifs. Des garanties versées, actifs. Et j'espère qu'il y a des étudiants normalement qui ont toutes les réponses correctes à 100%, surtout au niveau de la page 4. J'espère. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est la tentative. Ce qui est important, c'est la tentative. Vous êtes des étudiants de première année, donc vous n'êtes pas censé normalement de trouver des réponses correctes. L'essentiel, nous sommes ici, bien sûr, pour partager avec vous le maximum possible d'informations, et ça, ce qui est important. Puis, dette sur acquisition des immobilisations. Les dettes sur acquisition des immobilisations, il y a le terme dette. Il y a le terme dette. Donc, automatiquement, c'est un passif. Il y a le terme dette, automatiquement, c'est un passif. Puis, vous avez les dividendes. Alors, c'est quoi le terme dividende? Alors, dividende, par exemple, la société mère de Minitel, voilà, c'est Orange France. Alors, chaque année, normalement, Minitel, après avoir réalisé un bénéfice, il va verser une grande somme d'argent à l'Orange France. Pour l'Orange France, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Les dividendes, c'est la rémunération du fondateur de la société. Les dividendes, c'est la rémunération du fondateur de la société. C'est l'argent versé à la fin de chaque année aux actionnaires. Les dividendes, c'est l'argent versé, en fin de chaque année aux actionnaires. Mais l'entreprise, là, normalement, l'entreprise peut devenir un actionnaire. Je vais prendre un exemple d'une entreprise. Par exemple, vous connaissez Yinna Holding. Yinna Holding, normalement, c'est un groupe d'entreprises de chaîne. D'accord? Sinon, on peut prendre même un autre Aqua Holding. Voilà. Aqua Holding, normalement, c'est une société mère également. Et Aqua Holding a, par exemple, la société Morocco. D'accord? Lorsque Morocco réalise des bénéfices, il va verser à sa société mère, à sa mère, la société mère, une grande somme d'argent. Donc, cette somme d'argent est considérée pour Aqua Holding, voilà, comme dividende reçu. Donc, je m'explique. Alors, normalement, lorsqu'on parle de ce qu'on appelle groupe d'entreprise, tout simplement holding. Alors, holding à quoi? À plusieurs entreprises. L'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise C, l'entreprise D. Par exemple, il a 50% des actions de l'entreprise A, à 60% des actions de l'entreprise B, à 70% des actions de l'entreprise C, à 40% des actions de l'entreprise D.
Lorsque l'entreprise A, qui B et C réalisent des bénéfices, sont obligés de verser les bénéfices réalisés selon le pourcentage à la société mère. Et pour la société mère, l'argent reçu de la part de A, c'est ce qu'on appelle dividende reçu. C'est ce qu'on appelle les dividendes reçus. Donc les dividendes reçus, c'est l'argent versé par la filiale à la société mère. C'est l'argent versé par la filiale à la société mère. Donc c'est ce qu'on appelle les dividendes reçus. Et les dividendes reçus sont considérés comme des produits. Les dividendes reçus sont considérés comme des produits. Puis, dons versés à une association. Les dons versés à une association. Les dons versés, c'est l'argent versé à une association. Par exemple, les étudiants de la fac, par exemple, vont un jour organiser une manifestation, par exemple, sportive dans leur quartier, par exemple. Je dis n'importe quoi. Donc, automatiquement, elles vont taper, peut-être, elles ont le droit de taper à la porte de Maroc Télécom pour recevoir une somme d'argent. D'accord? C'est ce qu'on appelle les dons accordés aux associations. Donc, c'est la somme, les dons accordés, c'est l'argent accordé par les sociétés aux associations. D'accord? Pour, bien sûr, encourager les associations à réaliser des manifestations dans le cadre, bien sûr, de l'humanité, dans le cadre d'encouragement, par exemple, des jeunes, etc. Comme par exemple l'argent versé par Maroc Télécom à l'association Sédaction, ou bien par exemple les associations, par exemple des orphelins, etc., etc. Donc les dons versés par la société sont considérés comme des charges. Il y a le terme versé. Donc automatiquement, les dons versés, c'est des charges. Les dons versés, c'est des charges. Donc, dons versés à une association à but non lucratif, c'est charge. Dons versés à une association à but lucratif également, c'est une charge. Puis, on passe. Dotation d'exploitation. Les dotations d'exploitation également sont considérées comme une charge. Toutes les dotations sont considérées comme des charges. Puis, eau, électricité, c'est une charge également. Puis, vous avez emprunt auprès des établissements de crédit. Vous avez le terme emprunt, automatiquement, c'est un passif. Puis, entretien des équipements, c'est une charge. Ça veut dire qu'on a fait les entretiens des équipements, automatiquement, c'est une charge. Puis, escompte accordé normalement, c'est une charge. L'escompte obtenu, c'est un produit. Donc, normalement, c'est une entrée d'argent, escompte obtenu. Puis, vous avez le terme fournisseur. Fournisseur, automatiquement, c'est un passif. Puis, fournisseur d'immobilisation, c'est un passif également. Puis, vous avez les frais de téléphone, c'est une charge. Puis, vous avez gain de change. Les gains de change, lorsque l'entreprise a des transactions, bien sûr, avec un client, par exemple étranger, avec un client français, par exemple, il peut réaliser une transaction, il peut réaliser un bénéfice suite à l'augmentation ou la baisse de la valeur de la devise. Je m'explique. Par exemple, on a fait une vente. Par exemple, une vente de marchandises, 4 000 € à notre client Jacques. Client Jacques, bien sûr, avec un montant de, bien sûr, acquis. Alors, normalement, le jour de la vente, 1 € égale par exemple 10 dirhams. Le jour de la vente, 1 €, la valeur d'1 € est de 10 dirhams. D'accord? Alors, le jour de versement, donc automatiquement, l'entreprise a une créance de combien? Le montant de la vente, 400. Donc, on va faire quoi? 400 fois 10. 400 fois 10. Ça fait une créance de 4 000. Puis, après 15 jours, on peut avoir deux situations, sinon 3. Je commence par la première situation. 1 € égale 11 dirhams. Ou bien 12 dirhams. 1 € égale 12 dirhams. Donc, dans ce cas, l'entreprise va recevoir combien? Va recevoir 12 fois 400. 12 fois 400,
Donc, automatiquement, 2 fois 400, donc ça va donner 4800. 4800. Donc, vous avez 4800. L'entreprise a une créance initiale de combien? De 4000. Et maintenant, il a reçu 4800. Donc, il a 800 de plus. Alors, les 800 de plus, ça, c'est ce qu'on appelle gain de change. C'est ce qu'on appelle gain de change. Donc, les 800 de plus, c'est ce qu'on appelle gain de change. Et le gain de change, normalement, le gain de change, pour l'entreprise, c'est un gain. Et normalement, tous les gains sont considérés comme des produits. Un gain, par définition, tous les gains sont considérés comme des produits et toutes les pertes sont considérées comme des charges. Donc, tous les gains sont considérés comme des produits et toutes les pertes sont considérées comme des charges. La deuxième situation, ça c'est la première situation. La deuxième situation, 1 euro égale par exemple, au lieu de 12, donc 8. Donc 8 normalement, 8 dirhams. Donc automatiquement, le montant à recevoir par l'entreprise, c'est 8 fois 400. 8 fois 400, donc ça va donner automatiquement 3200. Donc 3200. Le montant initial, il est de 4000. Le montant reçu, finalement, il est de 3200. Donc, on a une perte de 800. On a une perte de 800. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle perte de change. Perte de change. Donc, gain de change, lorsque l'augmentation de la valeur de la devise sert l'intérêt de l'entreprise. Perte de change, lorsque l'augmentation de la valeur de la devise ne sert pas l'intérêt de l'entreprise. Et la dernière situation, 1 euro égale 10 dirhams. Et dans ce cas, ni gain de change, ni perte de change. Donc, gain de change, c'est un actif. Perte de change, c'est une charge. Donc, la perte de change, automatiquement, c'est une charge. Et gain de change, c'est un produit. Donc, gain de change, c'est un produit. Puis, honoraire de l'avocat. Donc, honoraire de l'avocat, c'est l'argent versé à notre avocat suite à une mission faite, etc. Donc, automatiquement, c'est une charge. Impôt sur le résultat, donc vous avez le terme impôt, automatiquement, c'est une charge. C'est l'impôt à verser à l'État. Maintenant, indemnité de l'essentiellement. L'indemnité de l'essentiellement, ça veut dire lorsque l'entreprise, normalement, comme vous le savez très bien, maintenant, dans cette période de Covid, normalement, plusieurs entreprises ont viré le personnel. Ça veut dire ont licencié le personnel. D'accord? Donc, automatiquement, ça veut dire automatiquement, suite à un licenciement, l'entreprise doit indemniser. Doit indemniser le personnel. Et normalement, cette sorte d'indemnisation de personnel est considérée comme une charge. L'indemnité de l'essentiellement est considérée comme une charge. D'accord? Normalement, on ne peut pas virer le personnel sans bien sûr, sans les indemnités. C'est leur droit, en fait. Puis, intérêt de bons de trésor. On a dit quoi? L'intérêt de bons de trésor, les bons de trésor, c'est des obligations émises par l'État. Donc, automatiquement, les intérêts de bons de trésor, c'est les intérêts reçus par l'entreprise de la part de l'État. Les intérêts reçus par l'entreprise de la part de l'État. Donc, automatiquement, ça sera un produit. Donc, les intérêts de banque au trésor, c'est un produit. Les intérêts de banque au trésor, c'est un produit. Puis, intérêts des emprunts. Les intérêts des emprunts, normalement, c'est de l'argent versé. Donc, automatiquement, c'est une charge. Donc, les emprunts, c'est une entrée d'argent à rembourser. Et lorsque normalement on commence à rembourser les emprunts, on commence à rembourser le principal et l'intérêt. Et l'intérêt versé, automatiquement, c'est une charge. Donc l'intérêt des emprunts, c'est une charge. Par contre, l'intérêt des prêts, c'est un produit. Donc l'intérêt des emprunts, charge. L'intérêt des prêts, c'est un produit. Puis, jetons de présence. Les jetons de présence, normalement, est considéré comme une charge. C'est quoi un jeton de présence? C'est le fait de rémunérer, par exemple, les actionnaires qui sont présents. Par exemple, pour encourager les gens ou bien les actionnaires d'être présents dans une réunion, voilà, par exemple, dans une assemblée générale, automatiquement, on doit les motiver, d'accord, par l'argent. Donc, normalement, cet argent versé suite à leur présence
dans la réunion, c'est ce qu'on appelle jeton de présence. C'est ce qu'on appelle jeton de présence. C'est l'argent versé aux actionnaires pour les motiver d'être présents. C'est presque l'exemple normalement des Marocains qui travaillent au Parlement, par exemple, pour les motiver d'être présents, automatiquement, il y a une rémunération derrière. Jeton de présence reçu, donc il y a le terme reçu, donc l'entreprise peut normalement être présente dans les assemblées, donc automatiquement, elle peut recevoir de l'argent, et automatiquement ça, c'est un gain. Donc, c'est un produit. Puis, location reçue. Location reçue, également, c'est un produit. Donc, je reprends. Intérêt des emprunts, charge. Intérêt des prêts, produit. Jeton de présence, charge. Jeton de présence reçu, bien sûr, produit. Location reçue, c'est un produit. Loyer annuel versé. Donc, le loyer annuel versé est considéré comme une charge. Puis, matériel de bureau, c'est un actif. Matériel de transport, c'est un actif. Matériel de transport, donc il y a de la redondance, et également c'est un actif. Matériel d'outillage, c'est un actif. Matériel informatique, c'est un actif. Mission, c'est une charge. C'est quoi une mission? C'est le fait, par exemple, d'envoyer les salariés à une mission bien déterminée. Et bien sûr, cette mission est rémunérée. Donc, la mission, c'est une charge. Puis, mobilier de bureau, c'est un actif. Puis, vous avez perte de change. Perte de change, automatiquement, c'est une charge. On a dit quoi? Gain de change, c'est un actif. Perte de change, c'est une charge. Puis, prime de publicité, c'est l'argent versé, bien sûr, aux entreprises de publicité. Donc, automatiquement, c'est une charge. Prime au personnel, c'est une charge. Prime d'assurance, également, c'est une charge. Produit de scission d'une ancienne machine. C'est quoi produit de scission? C'est le fait de vendre. Au lieu de dire produit de scission, on peut dire vendre d'une machine. Et vendre d'une machine, automatiquement, c'est un produit. Donc, vendre produit de scission d'une ancienne machine, automatiquement, c'est un produit. Mais c'est un produit exceptionnel. Redevance de crédit bail, voilà, ou bien crédit bail, comme vous voulez. Donc, la redevance de crédit bail, automatiquement, c'est un quoi? Redevance de crédit bail, c'est une charge. La redevance de crédit bail, c'est une charge. Pourquoi c'est une charge? Parce que normalement, c'est de la somme versée sous forme d'un loyer. Mais normalement, c'est un loyer par option d'achat. On verse de l'argent, mais normalement, à la dernière mensualité, ou la dernière annuité, normalement, on va recevoir le bien. Donc, c'est louer pour acheter. Donc, c'est location par option d'achat. Donc, la redevance de crédit bail, automatiquement, c'est une charge. Rémunération, c'est paiement, voilà, c'est règlement. Donc, rémunération de personnel occasionnel, c'est une charge. Rémunération de personnel permanent, c'est une charge. Puis, vous avez les réserves. Toutes les réserves sont considérées comme des passifs. Une réserve, c'est considéré comme des passifs. Une réserve, c'est l'argent des actionnaires. C'est la même logique que le capital. C'est l'argent des actionnaires chez l'entreprise. L'argent des actionnaires chez l'entreprise. Donc, automatiquement, les réserves sont considérées comme de passifs. Puis, le service bancaire, automatiquement, est considéré comme une charge. Le service bancaire est considéré comme des charges. Service bancaire, commission bancaire, frais bancaires sont considérés comme des charges. Puis, vous avez stock de marchandises. On a dit quoi? Que tous les stocks sont considérés comme quoi? Tous les stocks sont considérés comme des actifs. Donc, stock de marchandises actifs, stock de matières de fourniture consommable actifs. Puis, vous avez les subventions accordées. Les subventions accordées, en fait, ce sont des aides accordées par l'entreprise à une autre entreprise. Bien sûr, c'est l'Aqua Holding, la société mère Aqua Holding. Lorsque, par exemple, le Morocco réalise des pertes, Aqua Holding peut accorder une somme d'argent à Morocco. Donc, cette somme d'argent accordée par Aqua est considérée pour Aqua comme, bien sûr, une charge. Donc, la subvention accordée, c'est une charge. La subvention accordée, c'est une charge. Puis, vous avez la subvention d'équilibre. La subvention d'équilibre, c'est pour Morocco. Donc, Morocco, elle a reçu la subvention et Aqua Holding, elle a donné la subvention. Pour la société qui donne
la subvention, c'est une charge. Pour la société qui reçoit la subvention, automatiquement, c'est un produit. Donc, subvention accordée, charge, subvention d'équilibre. La subvention d'équilibre, automatiquement, c'est un produit. Donc, puis, vous avez la subvention d'exploitation. La subvention d'exploitation, c'est la subvention accordée, bien sûr, par l'État pour subventionner quelques produits de première nécessité. Par exemple, je donne un exemple de produits de première nécessité, par exemple les huiles, les sucres, etc. Donc l'État accorde de l'argent aux entreprises pour subventionner, bien sûr, pour baisser le produit de sucre, le produit de la farine, etc. Donc normalement, c'est ce qu'on appelle la subvention d'exploitation. Et automatiquement, la subvention d'exploitation pour l'entreprise est considérée comme un produit. Donc, la subvention d'exploitation pour l'entreprise est considérée comme une entrée d'argent. Donc, automatiquement, c'est un produit. Puis, vous avez la subvention d'investissement. La subvention d'investissement, c'est tout simplement la subvention accordée par l'État aux entreprises. Je vous donne un exemple. Supposons que l'un des étudiants a un projet énorme dans sa tête, n'importe quoi, et a un capital, par exemple, de 3 millions de dirhams. Et pour réaliser ce projet, elle a besoin de 5 millions de dirhams. Donc, normalement, et ce projet va vraiment créer plusieurs postes d'emploi. Donc, ce jeune étudiant peut demander à l'État de recevoir une subvention pour qu'il puisse réaliser son projet. D'accord? C'est presque, lorsqu'on parle des projets Mokawalati, par exemple, il y a des projets Mokawalati, c'est l'argent accordé par l'État aux jeunes promoteurs pour créer leur propre entreprise, etc., afin de baisser le taux de chômage en Maroc. C'est ce qu'on appelle généralement, ce qu'on appelle la subvention d'investissement. C'est le cas de la subvention accordée par l'État marocain à la société Renault, voilà, au niveau de Tangimed. Donc, normalement, l'objectif principal, pourquoi l'État accorde ce genre de subvention d'investissement, c'est pour encourager les entreprises, bien sûr, à investir de plus, et c'est pour encourager les entreprises à créer plus de postes d'emploi. Donc, c'est pour ces raisons, la subvention d'investissement, c'est une subvention accordée par l'État aux entreprises pour encourager les entreprises à investir de plus et encourager les entreprises à donner plus d'argent. D'accord? Puis, vous avez la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, c'est un impôt versé à l'État, donc automatiquement, c'est une charge. Donc, la subvention d'investissement reçue, c'est un passif. La subvention d'investissement reçue, c'est un passif. La taxe professionnelle, c'est une charge. Terrain bâti, c'est un actif. Les timbres, bien sûr, tous les timbres sont considérés comme des charges. Timbres fiscaux, c'est une charge. Timbres postaux également, c'est une charge. Puis vous avez les titres de participation. Les titres de participation, c'est le fait d'acheter plus de 20% des actions d'une entreprise. C'est l'exemple toujours de Orange et Minitel. Donc la société Orange a acheté plus de 20% des actions de Minitel. Automatiquement, elle est capable de changer son nom au lieu. Et elle a remplacé Minitel par Orange parce que normalement, c'est l'actionnaire majoritaire. C'est ce qu'on appelle les titres de participation. Donc, le fait d'acheter plus de 50%, plus de 20% des actions de l'entreprise, d'une autre entreprise, automatiquement, c'est ce qu'on appelle les titres de participation. Et les titres de participation, normalement, ce sont des titres qui peuvent permettre, bien sûr, à l'entreprise de participer à la prise de décision des autres entreprises. Puis, vous avez transport sur les ventes, transport sur vente. Automatiquement, lorsque l'entreprise n'a pas ses propres moyens de transport, elle compte faire de la livraison. Donc, automatiquement, elle va chercher une entreprise intermédiaire de transport pour réaliser la livraison. Donc, transport sur vente, automatiquement, c'est une charge. Transport sur vente, transport sur achat, les deux sont considérés comme des charges. Puis, vente de marchandises, automatiquement, on a dit quoi? Toutes les ventes sont considérées comme des produits. Donc, vente de marchandises, produits. Vente de produits intermédiaires, produits. Vente de produits fabriqués, produits. Vente de produits résiduels, produits. Vente de produits accessoires, également, c'est un produit. Et puis, on passe la vignette. Voilà. Donc, la vignette des véhicules utilitaires. La vignette, automatiquement, c'est un impôt versé à l'État. Donc, automatiquement, c'est
La vignette, c'est une charge. Puis, donc, je crois qu'il y a de la redondance au niveau des informations. Timbres fiscaux, c'est déjà expliqué, charge. Timbres postaux, charge. Titre de participation actif. Transport sur vente, charge. Vente de marchandises. Vente, toutes les ventes sont considérées comme des produits. Alors, j'espère que vraiment j'ai bien expliqué cette notion. Alors, on reprend brièvement, puis il y aura peut-être une pause presque de 20 minutes, ou bien de un quart d'heure, puis on reprend. Comme ça, pour passer à autre chose. Alors, je reprends. Exercice 3. Donc, achat de marchandises a un caractère répétitif. On a dit que c'est une charge. Abonnement à des revues spécialisées, c'est une charge. Achat d'emballage perdu, c'est une charge. Achat de combustible, c'est une charge. Achat de matières premières, c'est une charge. Achat de fourniture de bureau, également, c'est une charge. Achat de produits d'entretien, c'est une charge. Agencement et aménagement des terrains, c'est un actif. Amende fiscale, c'est une charge. Avance et acompte au personnel, voilà, c'est un actif. La banque, c'est un actif. Bâtiment, c'est un actif. Cadeau à la clientèle, c'est une charge. La caisse, c'est un actif. Chèque postaux, c'est un actif. Client, c'est un actif. Commission bancaire, c'est une charge. Les cotisations CMR, c'est une charge. Cotisation CNSS, c'est une charge. Crédit de trésorerie, c'est une charge. Crédit de trésorerie, c'est un passif. Dégrèvement d'impôt, c'est un produit. Déplacement, c'est une charge. Dépôt et cautionnement reçu, c'est un passif. Dépôt et cautionnement versé, c'est un actif. Dette sur acquisition des immobilisations, automatiquement, c'est un passif. Dividende reçu, c'est un produit. Don versé, c'est une charge. Don versé, c'est une charge. Dotation d'exploitation, c'est une charge. Eau et électricité, c'est une charge. Emprunt auprès des établissements de crédit, bien sûr, c'est un passif. Entretien des équipements, c'est une charge. Escompte accordé, c'est une charge. Escompte obtenu, c'est un produit. Fournisseur, c'est un passif. Fournisseur d'immobilisation, c'est un passif. Frais de téléphone, c'est une charge. Gain de change, c'est un produit. Honoraire d'avocat, c'est une charge. Impôt sur le résultat, bien sûr, c'est une charge. Indemnité de licenciement, voilà, c'est une charge. Intérêt de banque au trésor, voilà, c'est un produit. Intérêt des emprunts, c'est une charge. Intérêt de prêt, bien sûr, c'est un produit. Jeton de présence, c'est une charge. Jeton de présence reçu, c'est un produit. Location reçue, c'est un produit. Loyer annuel versé, c'est une charge. Matériel de transport, matériel de bureau actif. Matériel de transport actif. Matériel et outillage actif. Matériel informatique également, c'est actif. Mission, c'est une, bien sûr, charge. Mobilier de bureau, c'est un actif. Perte de change, c'est une charge. Prime de publicité, c'est une charge. Prime au personnel, c'est une charge. Prime d'assurance, c'est une charge. Produit de cession des immobilisations, automatiquement, c'est un produit. Redevance de crédit bail, voilà, c'est une charge. Rémunération de personnel, c'est une charge. Rémunération de personnel permanent, c'est une charge. Réserve facultative, c'est un passif. Service bancaire, c'est une charge. Stock de marchandises, actif. Stock de matières et fournitures consommables, actif. Donc, subvention accordée, charge. Subvention d'équilibre, produit. Subvention d'exploitation, produit. Subvention d'investissement, passif. Donc, taxe professionnelle, automatiquement, c'est une charge. Terrain bâti, voilà, c'est un actif. Timbres fiscaux, c'est une charge. Timbres postaux, c'est une charge. Titre de participation actif.
Transport sur vente, charge. Vente, on a dit toutes les ventes, c'est produit. Vente de marchandises, produit. Vente de produits intermédiaires, produit. Vente de produits fabriqués, produit. Vente de produits résiduels, produit. Vente de produits accessoires, également, c'est un produit. La vignette des véhicules utilitaires, c'est une charge. Timbres fiscaux ou timbres postaux, charge. Titre de participation, voilà, c'est un actif. Transport sur vente, charge. Vente de marchandises, produits intermédiaires, produits fabriqués, produits résiduels et produits accessoires, automatiquement sont considérés comme des produits. Finalement, la vignette sur les véhicules utilitaires est considérée comme une charge. Donc, alors rapidement, on a une pause de généralement entre 10 minutes à 15. Puis, je vais relancer un nouveau lien, comme ça, pour passer à autre chose. Bien sûr, merci pour votre attention. Et je compte toujours sur votre présence pour qu'on puisse avancer au maximum.